Ben, on a fait beaucoup de rhétorique sur cette histoire de la mort de l'art lancée par Hegel, ou bien formuler quelque chose qui existait dans son milieu. Il y a eu des réponses un peu rhetorical answers. Je me rappelle celle de Deleuze. Si l'art mourra, ce sera par assassinat. Et puis, il faut prendre très sérieux aussi. Pourquoi l'art serait-il mort? Alors, quel art? Et quand Hegel parle, effectivement, renivelle les arts et épocalyse aussi. Quel genre d'art va mourir et quel genre d'une formation, disons, spirituelle ou plastique ou autre, scripturale ou autre spéculatif, méditatif, voilà, télépathique, télévisuel, internautiel, etc. Qu'est-ce qu'il va substituer l'art? D'abord, quel genre d'art? Alors, ma réponse hypothétique, c'est les petits peintres individuels. Voilà. Eux, ils sont en train de crever d'ailleurs, et qu'ils crevent. Eh bien, les petits compositeurs, les pianistes, les violoncellistes, ceux qui essaient de monter quelque chose sur la scène qu'il a écrit avec ses amis, et il cherche amis, les musiciens qui cherchent une troisième, qu'ils crevent. Voilà, ce genre d'art que nous connaissons par cœur dans notre entourage, n'est-ce pas? Dans la musique populaire aussi, les groupes qui se réunissent, qui se dispersent, les peintres, les groupes de peintres qui se font par exprès, ils se divisent et ils font des réponses ironiques et ils se parlent entre eux par rapport à la société, à l'histoire de l'art, etc. Leur référence, ça peut être autre chose, mais c'est d'abord, ils se parlent. Voilà, l'art qui se parle, l'art qui envoie des signaux, des signes en guise de réponse ou de rétorquer, ils rétorquent l'un à l'autre. Ce genre d'art, comme une improbable communauté imprévue par aucune institution. Il n'y a pas d'école pour faire ça. Académie des Beaux-Arts n'a pas prévu ça. Mais c'est une fait établie. C'est un produit secondaire dérivé d'une société qui est en train de se corrompre, se décompose, se désintéresse d'abord des grands arts et d'abord il faut répondre qu'est-ce que c'est le grand art? D'abord l'art, les arts plastiques picturales qui se faisaient auprès de mécènes à la commande de l'Église. Au début de la Révolution française, donc dans un État laïque qui essaie de fonder sa religion séculaire, n'est-ce pas, comme disait Auguste Comte, et l'État aussi faisait des commandes. David, par exemple. Voilà, ce genre d'art qui était encadré donc par les institutions, et ce genre d'art qui répondait à une demande qui vient ou bien
d'une instance réfléchie, institutionnelle ou directement. Voilà. Mais non, Delacroix. On dirait que Delacroix a fait ce tableau. Ça, il faut bien sûr voir les détails. Et maintenant, les détails, les circonstances par lesquelles un artiste se sentit poussé réaliser une œuvre devient encore plus important que le produit. Et dans ce genre de recherche qui est complètement légitime et ce qu'on fait aussi, surtout pour le 19e siècle. C'est une fête établie du 19e siècle d'ailleurs. Au 16e, 17e, 18e, voilà, c'est encore une longue époque de dissolution de peinture canonique et d'avoir un frère Angelico qui se réfugiait dans une monastre, dans les couvents. Voilà, ils sont peut-être des vrais philosophes, mais voilà, ils n'ont pas étudié le droit. Et donc ils sont des intellectuels de deuxième degré, je suppose, même dans la Renaissance italienne. Il fallait être touche à tout, omniscient, comme un peu Leonardo da Vinci. Et puis Michel-Ange, c'est un cas comme Mozart peut-être, n'est-ce pas? Quelqu'un imprévu. C'est la vieillesse de Leonardo da Vinci qui apparaît. Michel-Ange, c'est initiateur de quelque chose, peut-être comme Mozart. Mais en Allemagne, chez les musiciens, effectivement, il y a beaucoup de protection de pères, n'est-ce pas, qui élèvent leurs fils pour devenir compositeurs, grands pianistes. Ils font entrer leurs fils, toujours fils, dans une compétition devant les aristocrates féodaux, donc incroyable, et pour, non pas pour devenir célèbre, mais pour avoir une certaine dignité, un privilège auprès du roi, qui sera protecteur de cet artiste et de toutes ses réalisations. Donc son œuvre ne sera plus mortelle, mais accéder à une certaine immortalité. Au prix de quoi? Au prix de beaucoup de choses sûrement. Dans le changement de forme et de contenu, dans le choix de thèmes, de sujets à traiter, tout. Voilà. Donc, il faut considérer l'art, non pas uniquement par ce qui se passe dans son contenu, dans son intérieur, en ce qui est proprement artistique, esthétique, mais tout ce qui est hors d'art, hors esthétique, donc politique, au sens large du terme, donc économie politique, et les moyens de substituabilité, d'échange sociétal, disons. C'est-à-dire comment les gens ils ont gagné leur vie et avec quel denrées ils ont commencé à vivre et quel genre de monnaie courante qui est valable entre eux. Ce qui est vendable, ce qu'on peut acheter, racheter, ce qu'on peut le revendre. Voilà, une petite taille d'un tableau s'explique d'abord par son mobilité, comme les mobiles, téléphones mobiles, le tableau devient mobile, donc détaché de leur structure institutionnelle. Donc, ils quittent
il quitte le mur, il se soustrait de leur longue histoire de fresques, mosaïques, peintures murales, ornements de villas romains, tous faits pour la commande avec une certaine libéralité de l'esprit. Effectivement, l'artiste était toujours l'artiste. Certains d'entre eux, on connaît des normes, dont le Phidias, sculpteur grec, est le plus connu, mais les artistes peintres de fresques romains dans les villas privées, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on a bien recherché leurs traces? On peut le repérer peut-être, même les petites signatures. Il n'y a aucune raison qu'ils choisissent de rester anonymes, et bien que leur premier devoir c'était ennoblir leurs protecteurs ou commanditaires. Mais c'est vrai qu'il devrait y avoir une compétition et un choix davantage des clients, des commanditaires. Donc, ils se concurrent. Comme on peut trouver les traces dans le banquet de Platon, les acteurs, les gens de théâtre, tragédie, comédie. Donc, il y avait déjà une individualisation une histoire de renommée. Donc, s'il y a un seul amphithéâtre dans une ville, alors tout le monde va jouer au centre. Tout le monde va se conquérir, voilà, ce centre, et détenir la parole fictive ou grande prosodie, je ne sais pas. On se demande comment ils ont envoyé en congé toute une tradition de chœur de théâtre grec, ou bien dysfonctionnement ridicule d'une course. Voilà, des grands bouleversements qui sont des signes des autres grands bouleversements, sûrement. Je m'arrêterai là parce que je suis arrivé à mon hôpital. Donc, Gilles Deleuze a raison dans le choix de ces mots. Donc, au lieu de mort, il a choisi le mot assassinat qui m'a orienté et personnalisé l'histoire de l'art. Parce que l'art, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir, ce n'est pas un vivant. Et il est déjà spectral et de l'ordre spéculum. Donc, il ne peut pas mourir. On peut le détruire comme un tableau de Rembrandt déchiqueté et puis jeté dans les chiottes de Jean Genet. Et on peut détruire comme ça avec un coup de force. Mais ce qui est important, c'est non pas d'essai, vraiment, même si ce n'est pas toujours pas l'assassinat, mais les artistes qui se crèvent d'une façon ou d'une autre. Ou bien ils se crèvent, voilà, ils se crèvent l'un à l'autre. Sans intervention, beaucoup des institutions qui sont déjà avares et sans intervention, plus des institutions de souveraineté. Il suffit de couper la commande pour qu'un artiste soit crevé, soit désoriente. Désoriente pour devenir peut-être une encore plus grande artiste.
Mais il faut montrer des exemples, n'est-ce pas? Quelqu'un qui devient fou, peut-être il devient plus grand artiste, on ne sait pas. Mais les témoignages, par exemple, de Michel-Ange, cette fois-ci, vers la fin de sa vie, il a laissé des poèmes, la poésie. Ce grand peintre, sculpteur, donc il se plaint. Hein? Le plus malheureux des hommes, celui qui a vécu tant de gloire, et il était un homme déchu, ou bien il se présentait ainsi, ou bien il faisait une leçon de morale à nous. Il finissait ses jours dans un isolement, solitude, et presque oublié. Et il se dédaignait même d'écrire de belles poésies parce qu'il savait que dès qu'il s'agit de son nom, ce sera une musique populaire des maisons closes, des latrins, des toilettes publiques ou des gymnasiums ou des arénas ou je ne sais quoi. Et rien à voir avec la dignité de l'art. C'est à peu près exactement ce qu'il écrit que je traduis le poème qui s'appelle les triptyques ou bien la trilogie triptyque en ce qui concerne son destin à lui. Voilà. Voilà une morale à chercher en plein jour avec l'antenne dans des latrins sans latin. Quelle serait donc la morale d'une histoire qui procède des mots choisis en syllabes bon consonants que de délier la langue à des chats de latin? Eh bien, si le Seigneur ne nous assure pas la nuit comme le jour avec ces nouveaux lanternes à graisse de baleine, comment puisse-t-il imaginer donc que nos cols ne s'érigent pas jusqu'au menton en allongeant le cou fermé par deux bandes à part avec des collerettes royales et ces héraldiques figurines d'un castor, d'un loup blanc et d'une fourchette d'Ézéchiel. Il fallait qu'il s'imagine d'abord ce pouvoir des graisses de baleine, ou bien qu'il nous laisse aller au large dans l'Océanie Atlantique pour en pêcher pour de bonnes nuits, pour que les lanternes s'illuminent dans des latrins pour en faire nos nuits hasardeuses, claires comme son âtre royal, où aucun des courtisans ne se complote plus. Alors, l'antenne, imaginons comme une nouvelle figurine héraldique royale qui remplacerait notre vieux castor et fourchette d'Ézéchiel qui colporte des peurs et des craintes à nos jeunes. Une lanterne vaudrait beaucoup mieux que de lanternes, car avec sa voix comme de l'humain, une lanterne peut éclairer non pas nos yeux mondains, mais il puisse ouvrir nos
yeux internes pour qu'ils puissent nous remplir des vertus du jour de ces arts qui ne se complotent plus dans des latrins. Donc voyez donc le sens de l'histoire. Une lanterne vaut mieux que deux lanternes. Une morale à chercher en plein jour avec lanterne dans des latrins sans lanterne. Quelle serait donc la morale d'une histoire qui procède des mots choisis en syllabes bon consonantes que de délier la langue à des chats de latrins? Eh bien, si le Seigneur ne nous assure pas pour la nuit comme pour le jour avec ces nouveaux lanternes à grâce de baleine, comment puisse-t-il imaginer donc que nos cols ne s'érigent pas jusqu'à menton en allongeant le cou fermé par deux bandes à part avec des collerettes royales et ces héraldiques figurines d'un castor, d'un loup blanc et d'une fourchette d'Ézéchiel. Une lanterne vaut mieux que deux. Une lanterne vaut mieux que deux lanternes. Une lanterne vaut mieux que deux lanternes. Je m'explique au Seigneur. Si, ou bien, peut-être, si l'on veut, ou si ça sied à notre Seigneur de ce pouvoir de graisse à baleine, ou bien, s'il le veut bien, nous laisse aller jusqu'à l'âge de l'océan Atlantique, des Atlantis, des Atlas, des Maroc, des Azores et de Gibraltar, pour que nous nous procurions à son nom si sublime nos propres graisses à lanterne, afin que nos nuits y puissent s'illuminer de par soi-même, comme le jour de ces âtres de palais royal où l'on n'oserait plus à se comploter comme dans des latrins. Alors, je dis de deux choses l'une, car si nos lanternes s'éclairent jusqu'au cul de jade, nos âtres à mauvaise haleine, des belles Hélènes, pourquoi donc nous puissions avoir besoin de lanternes à l'italienne pour danser et chanter dans des latrins? Mais si nous nous y manquerons de lumière des palais sans comploter complémentaires et à suppléer à nos préfectures, procureurs du roi et des chefs d'écurie, Imrahor, en arabe, donc disent-ils, Emr ul Ahr, ça veut dire que des temps ahir, eschaton, escathédra, etc. Qu'est-ce que ça veut dire une écurie en arabe alors? Nous voulions que vous puissiez, que vous vouliez que vous puissiez, d'enlever ces lieux si lugubres en nuit, des ex-écuries de la ville au rempart si fort en enfermer les gens et de les imposer des nouvelles impôts sans suppôt, alors que nos dames si élégantes malgré la terre mouillée, des longues précipitations ombrageuses, en éclairs et en foudre foudroyantes, les foudres des seigneurs et de ses fils propres avec les fils
des autres seigneurs séquestrés en plein gymnase en écoute enchantée de nouveau la terre, si nous voyons si peureux et si craignants, non pas que nos fils et nos propres jeunes filles n'en fassent pas des obéissances, mais par contre, pour mieux servir à des besoins belliqueux du sang bleu, fort et vigoureux, que nous combattons tant avec les Allemands et les mêmes Italiens de Renaissance à en faire dans des villas romaines et nos plus petites églises à un mois et un naine et une âne à l'occasion dans le même jour, toujours de la même année annuellement, célébrer la fête de l'âne comme les Anglais le pratiqueraient encore avec les ox and as. Ces bizarreries, hors religion et excommuniées vite par Pie XII, par évêque de dans son dernier Auto fade circulum vitae diabolicum sodomer nuptialis Saturnae declarationem puiem dosem. Même ce petit brochure incluait au porteur Munis Villagea nous apprend beaucoup mieux qu'un prêcha dominical, pas un franciscain moins ou deux nains, trop bien, mais pas trop peu, car mal instruits, nos peuples ainsi que les jeunes gens vont à l'occasion, à volontiers, aux chasses des seigneurs avec leurs chiens, et un castor coûte à la vie des gens qu'une fourchette de bonne viande n'éteigne au foyer de si tendre âge scolorum musicae, où ils apprennent d'ailleurs tous pour tous, et un par un, et deux par deux, et à pas cadencer toutes sortes de danses et chorales si bénévole que votre établissement de Pubertum Vox, à si trident qu'un bon ensemble réuni mixte de l'Enfante Angelicum avec Madre Puto, avec Padre Pedestarai, Perennitas Verborum Vorace, Thoraxeum appetitus humano diligente digitalis corporeum facticitas communicarum in re magere. Ainsi, 2-3 nuptiaux de Neptune valent mieux qu'une seule lanterne qui ne s'illuminerait même pas un cul de jade, mais son propre fond d'ip. C'est avec ces éclaircissements rédigés par la bouche de votre peuple fidèle que nous vous remercions avec Dieu, le procurant de si tant mieux bien pour vous de bien. Nous voulons Ecclesia d'Activa d'Ecclesia de Touraine et de ses environs, Talrae, Piemonte, Djebel, Tariq, Maroc, Germanicus, Britannicus, Terrae Isabellicum, Porto d'Asie et du tabagisme en si bon pays de nos ancêtres.
voulons une lanterne mobile à la village ad aeternam laternae, sir.